Bonjour à toutes et à tous et à toutes et à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on continue des petites vidéos pour parler de jeux, peut-être pour vous faire découvrir des jeux, ou pas. Je pense que les gens qui connaissent bien les jeux doivent se dire que je suis complètement en surface dans ces vidéos, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va encore parler d'un jeu que j'ai lu, mais auquel je n'ai pas joué, c'est Vampire la Mascarade. Ouais, c'est ma nouvelle technique un peu pour lutter contre le bovarolisme, ou plutôt pour le rendre un peu plus utile. C'est dégueulasse, cette conception utilitariste des choses. Et du coup, bah voilà, les jeux que j'achète pour les lire, mais auxquels je ne joue pas, je vous en parle. Donc, Vampire la Mascarade, c'est un jeu plutôt populaire, voire très populaire. Je pense qu'il y a une communauté très active autour de ce jeu, même au niveau du GN, donc du grandeur nature. C'est un jeu qui a un peu révolutionné son époque. Alors je vous dis ça, j'étais pas là à cette époque-là. Je l'ai appris en voyageant dans les internets. Parce que il faisait jouer des monstres finalement. Et il faisait jouer des personnages un peu plus complexes à une époque où peut-être il y avait beaucoup de jeux d'aventure. Il est populaire à un tel point qu'aujourd'hui on en est quand même à la 5e édition, ce qui est en général signe d'un jeu qui a une vie relativement saine. Et donc, de quoi on parle ? Vampire la Mascarade, c'est un jeu qui se situe dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, ça regroupe un ensemble de jeux dont Vampire, mais il y a aussi loup-garou, mage, et on a peut-être d'autres qui m'échappent. Et le concept, c'est qu'on joue dans une réalité alternative finalement. On joue dans notre monde, mais dans celui-ci, on va trouver voilà, des loups-garous, des vampires, comme je le disais, des créatures de l'ombre en quelque sorte qui se cachent parmi les êtres humains, avec une sorte de séparation entre l'humanité qui ne sait pas grand-chose, sauf certaines personnes bien renseignées qui doivent certainement avoir peur aujourd'hui maintenant qu'elles savent qu'il y a des vampires et tout. Et les joueurs, les personnages qui vont incarner, évidemment, ce sont les vampires, ce sont les loups-garous, ce sont les mages, etc. Le setting de base de Vampire la Mascarade, c'est notre monde à nous, notre monde contemporain, mais il y a des suppléments, ou alors je sais pas si c'est des gammes transversales qui permettent de jouer à d'autres époques, notamment au Moyen-Âge, pour vivre des heures plus anciennes, parce que évidemment dans la thématique des vampires, comme ce sont des créatures qui ont une durée de vie potentiellement illimitée, et ben on va avoir des histoires de conflits de génération et tout. Moi je suis pas un grand fan de l'univers des vampires, c'est pour ça que je n'y ai pas joué, mais pour ceux qui aiment ce genre d'univers, il y a beaucoup de films sur cette thématique, etc. Vous savez qu'il y a les conflits entre les générations, les plus anciens ils sont plus puissants, les plus jeunes ils veulent détrôner les plus anciens, bref, on va revenir un peu là-dessus après. Donc voilà, on est dans ce monde des ténèbres, qui est en fait notre monde en plus sombre, notre monde alternatif. Et donc dans Vampire plus précisément, on va jouer des vampires, et donc on va jouer des prédateurs, des monstres finalement, ce qui est pas la position la plus courante quand on fait du jeu de rôle classiquement. Et ça va être très intéressant, parce que du coup on joue pas vraiment les gentils. On joue plutôt les méchants, mais pas vraiment non plus. Bref, on joue des créatures de la nuit qui ont besoin de boire du sang pour rester en vie. Et c'est un truc qu'on va retrouver dans les mécaniques et qui est très intéressant. Alors si on joue juste des vampires méchants qui tuent des humains, bon, on fait vite le tour du jeu, vous allez me dire. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. En termes de roleplay, c'est un jeu assez original puisque vous avez joué un personnage ambivalent finalement. Un vampire, ça reste à la base un humain, et du coup, vous êtes tiraillé entre votre facette humaine et votre facette bestiale, et vous avez vos personnalités qui vont se confondre, vous allez peu à peu oublier votre humanité ou pas, à vous de voir comment vous allez incarner votre personnage. Est-ce que vous êtes plutôt ce genre de vampire qui va prendre un petit peu de sang juste pour survivre, ou le vampire dominant alpha qui va massacrer sans pitié les humains, qui va les voir comme du bétail et qui va devenir de plus en plus puissant? Ça va un peu dépendre de vous, ça va dépendre des histoires qui vont être racontées autour de votre table. Et puis en termes d'intrigue, au-delà de ces questions pas vraiment morales, mais de ces questions psychologiques, ces questions un peu roleplay, on va avoir des trucs du style, la traque déjà, ça va être une des thématiques, et surtout une mécanique pour survivre, donc il y a un petit peu un aspect survie, parce que le monde vous est hostile à partir du moment où les gens savent que vous êtes un vampire, il va y avoir des organisations qui vont essayer de se débarrasser de vous, peut-être. Il y a aussi les autres vampires qui veulent votre peau, parce que il y a une énorme part d'intrigue politique. Vous allez pouvoir faire partie de différents clans, des clans qui sont des lignées différentes et qui ont des pouvoirs différents. Donc il y a différents types de vampires. Vous allez aussi pouvoir faire partie de différentes sociétés qui ont une vision différente des choses. Il va y avoir justement des vampires très tradis finalement, un peu les conservateurs qui essayent de faire perdurer une tradition ancestrale qui remonte aux premiers vampires, etc. Alors que vous allez avoir des vampires un peu plus les Jones, quoi, qui essayent de se rebeller, qui veulent sortir de ce cercle, de ce cycle infini de on mange et on mange et on mange et à travers les temps et on est immortel. Peut-être des vampires qui essaient de donner un autre sens aussi à leur existence.
Vous allez avoir, si je me souviens bien aussi, des sociétés qui vont se différencier sur leur vision du monde. Justement, celles qui vont voir les humains comme du bétail, celles qui vont le voir un petit peu moins comme du bétail, mais qui le voient comme un moyen de survivre. Autour de ça, il va aussi y avoir, qui va se développer toute une sorte de code un peu des vampires. J'ai plus les termes exacts, je l'ai lu il y a assez longtemps. Mais ce côté, voilà, il faut pas qu'on se révèle au grand jour, parce que si on se révèle au grand jour devant toute l'humanité, ça va créer un énorme conflit qui va peut-être faire courir un risque à la race des vampires, aux descendants, puisqu'ils sont dépendants de la survie des humains, justement. Alors qu'en face, vous allez peut-être avoir des mecs un peu plus extrêmes, des vampires un petit peu plus totalitaires, qui veulent vraiment prendre le contrôle du monde et faire vraiment de l'humain une ressource, et qui comprennent pas pourquoi on se cache autant alors qu'on est beaucoup plus puissant en tant que vampire que les êtres humains. Vous allez pouvoir comme ça créer toutes sortes de scénarios et tout. Je vous invite, vous qui jouez peut-être à vampire, à en commentaire apporter plus de détails pour les gens que ça intéresserait, justement, qui seraient intéressés par ce jeu. Et donc voilà, c'est un jeu avec un lore épais, un univers épais. Un jeu aussi où vous allez pouvoir jouer des personnages très variés, justement avec la variété des clans, etc. et surtout de tous les pouvoirs différents. Et un jeu qui a des mécaniques relativement simples, puisque il me semble que vous jetez un certain nombre de dés à 10 faces. Et dans la dernière édition, si vous faites 6+, c'est une réussite, si vous faites 5 ou moins, c'est un échec, et vous comptez vos réussites, et en fonction de votre nombre de réussites, vous allez passer des seuils de difficulté. On va voir que à cela s'ajoute une mécanique que je trouve plutôt cool, puisque c'est ça un peu aussi le but de ces vidéos, c'est de parler des bonnes idées. Des trucs que moi, je me dis que je verrais bien dans d'autres jeux, pour même d'autres concepts, etc. Je m'excuse pour les bruits, les coups de marteau, etc. Je suis en train de me rendre compte que ça va être de plus en plus compliqué de faire des vidéos, puisque quand l'hiver va revenir, j'aurai plus aucune luminosité. Et puis là, il y a des travaux, et comme j'ai pas de pièces adéquates isolées, c'est terrible. Donc comme je vous disais, moi, si j'y joue pas, c'est parce que c'est pas ma tasse de thé, l'univers des vampires, etc. Et puis en plus, moi, j'aime bien les jeux d'aventure. J'aime bien aussi les intrigues politiques, etc. Mais en général, c'est plutôt quelque chose de secondaire. Une trame de fond. Là, dans Vampire, on est vraiment dans un jeu d'intrigue et un jeu d'interprétation de personnages un peu ambivalents. Et du coup, un des trucs qui est cool dans cette 5e édition, c'est justement que on trouve beaucoup d'inspiration pour créer un canevas, pour créer, entre guillemets, le groupe, son environnement, etc. Vous allez avoir beaucoup de choses du type des mind maps qui vous expliquent comment vous pouvez créer les relations entre les personnages, mais aussi avec d'autres PNJ, etc. Pour qu'en fait, de manière collaborative avec votre groupe, vous prépariez le setting dans lequel vous allez jouer. Parce que dans un jeu d'intrigue, ça peut être un peu long d'entrer dedans si, lors de la création de personnages, vos joueurs n'ont pas déjà déterminé un peu ce qu'ils veulent faire, avec quel genre de PNJ ils veulent interagir, leur relation avec l'univers. Dans des jeux d'aventure, c'est plus simple, entre guillemets. En général, vous allez plutôt larguer des aventuriers dans le monde, et ensuite leur faire découvrir des choses, mettre des accroches, et développer tout ça au fur et à mesure. Et dans un jeu d'intrigue, je me répète, où dès le départ, les relations entre les personnages vont être vraiment au cœur de l'histoire, dès la phase de création de personnages, c'est intéressant de se poser la question de ces relations. Et du coup, ils vous montrent des petites mind maps, etc. Et je pense que c'est une très bonne idée, et que ça manque parfois dans certains jeux, même dans les guides du maître d'autres jeux, parce que Vampire n'a pas le monopole des jeux de politique et de relations. Vous pouvez tout à fait implanter ce genre de thème dans d'autres jeux. Et les autres jeux auraient à gagner, je pense, à avoir au moins 3-4 pages qui vous expliquent ce genre de choses, avec des schémas, etc., de comment vous pouvez réfléchir à la chose. Donc ça a vraiment le mérite d'être bien présenté. Et vous avez du coup aussi tout un chapitre consacré à la création de votre coterie. Donc la coterie, c'est un groupe de vampires qui ont des intérêts communs, ou du moins qui restent ensemble pendant un moment, avec voilà des règles mécaniques, des caractéristiques un peu de la coterie. Vous allez justement avoir des points de coterie que vos personnages vont pouvoir utiliser, etc. Je trouve ça super cool. Et vous avez aussi tout un truc pour créer la cité aussi, pour créer la ville, parce que c'est un jeu assez urbain en général, Vampire. Parce que tout simplement les vampires, pour se nourrir, ils ont tout intérêt à se mettre près de gros foyers de population pour pouvoir avoir beaucoup de sang à boire, tout simplement. Et du coup, vous allez pouvoir créer ces cités avec justement des règles pour couvrir les différents domaines de la cité, en termes de vampires, mais aussi en termes d'humains, parce que le monde des vampires, il se superpose un petit peu à celui des humains. Là où un quartier va être un quartier commercial pour les humains, peut-être que ce quartier-là, en fait, ça va être le repère d'une bande de vampires, qu'on peut s'en rendre compte en voyant des signes sur les murs, etc. Et les règles du jeu politique, finalement, vont changer en fonction des endroits de la cité où vous vous trouvez. Donc, je trouve que c'est très sympa, toutes ces mécaniques-là. Et la deuxième mécanique qui va clôturer cette très courte vidéo, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est la soif. La soif, ça représente le fait que votre vampire, tout simplement, a besoin de se nourrir. Et plus vous passez de temps sans vous nourrir, finalement, plus vous allez avoir soif. Et c'est représenté par une mécanique qui est, je trouve, très astucieuse.
c'est que plus vous avez soif, plus dans le pool de dés que vous jetez, parce que je rappelle, vous additionnez des compétences, des caractéristiques, ça vous fait un pool de dés que vous lancez et vous triez les réussites et les échecs, et ben plus vous avez soif, plus dans ce pool de dés vous allez mettre des dés de soif, c'est-à-dire que vous allez remplacer des dés de votre pool de dés par d'autres dés d'une autre couleur, par exemple le rouge pour le sang, astuce. Vous les mettez à la place de vos dés normaux, et en fait ces dés-là, quand ils vont faire des 1, ça va être des échecs genre vraiment critiques, et quand ils vont faire des 10, ça va être des réussites explosives et surtout brutales. C'est-à-dire que plus vous avez soif, plus vous avez de dés de ce genre, et plus votre personnage va avoir un comportement extrême, finalement, va être pris par la bête, par la faim, va se laisser submerger par sa face démoniaque de vampire, entre guillemets, et du coup, ça va vous pousser justement à reprendre la traque, à devoir commettre ce crime affreux qui est celui de sucer le sang d'un être humain, qui serait du cannibalisme finalement, si vous n'étiez pas un vampire, vous n'êtes plus un vrai humain. Et oui. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon truc qui pourrait parfaitement marcher avec d'autres genres de personnages dans d'autres univers, je sais pas. Vous êtes quelqu'un qui est un barbare, par exemple, et vous avez une soif de sang à gérer, et pour la calmer, vous devez faire des rituels, ou même vous êtes possédé par un démon, et vous devez faire un rituel pour calmer le démon en vous, ou vous avez une croyance, par exemple, vous êtes un membre de la foi pour un dieu, etc. Et si vous priez pas, manifestez pas votre foi assez régulièrement, ben votre dieu vous met des bâtons dans les roues, ou à l'inverse, va vous donner des avantages, je n'en sais rien. Cette idée de remplacer des dés dans le pool de dés, c'est pas mal. Alors tous les jeux n'utilisent pas des pools de dés, mais ça reste quand même une bonne inspiration, vous pourriez très bien trouver quelque chose qui s'appliquerait à un jeu à dés unique, un jeu à dés explosifs, j'en sais rien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Vampire. Une fois de plus, je rappelle que c'est pas des reviews qui sont censés vous dire « achetez ce jeu, c'est trop bien », puisque moi-même je n'y joue pas. C'est juste moi qui vous dis ce que j'aime bien dans des jeux, ce que je trouve cool, et qui vous présente le jeu parce que je me dis qu'il y a peut-être des maîtres de jeu débutants sur cette chaîne qui ne connaissent pas des tonnes de jeux différents, et du coup ça fait office de petite présentation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, ça nous aide beaucoup le petit bouche à oreille, et puis à mettre la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Je vais encore parler comme ça de jeux auxquels je n'ai pas joué, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça bizarre, mais moi j'aime bien. Si vous êtes un maître de jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com où vous allez trouver un petit guide justement pour les maîtres de jeu débutants avec plein de petites astuces pour créer un groupe, préparer une première partie, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.